Merci beaucoup, Madame le modérateur. Il y a eu 6 interventions, ce qui donne un intérêt que vous avez porté sur la question. Toutes les interventions n'ont pas été des questions. Il y a beaucoup de contributions, notamment l'excellente contribution de Diamé Faye, qui nous a livré un peu le résultat de ses recherches sur la problématique, notamment le document de l'OCDE, perspective 2001, et le document de Campus France. C'est vrai, c'est des angles d'attaque, notamment la contribution à l'économie des migrants, et qui dit une contribution à l'économie débouche nécessairement sur une contribution aux recettes fiscales. Et surtout, la problématique surtout de la redevabilité qu'on doit nécessairement créer entre le migrant qui est là, qui contribue à l'économie et qui est en droit d'attente du pays d'accueil, donc un certain nombre de prestations. Et ça bat en brèche un peu les idées reçues qui font que les migrants soient considérés comme des charges au niveau des États, des États d'accueil, alors qu'on ne voit pas nécessairement leur contribution économique au développement de ces États. Donc merci pour cette contribution. Celle également de Najib Diop, qui montre véritablement que c'est une contribution technique d'un thésard en droit fiscal international. Donc il a abordé les questions de fiscalité sous l'angle purement technique. J'ai voulu être plus didactique parce que je ne savais pas quel était le public simple, le public auquel j'allais être confronté. Donc c'est pourquoi je ne suis pas entré dans ces problématiques très techniques et très pertinentes du reste sur la fiscalité internationale. Donc je marque toute mon adhésion à cela. Également, le professeur modérateur a également soulevé des réflexions intéressantes qu'il faudra tirer en tout cas de l'état de la législation et de l'état du droit, notamment le rapport de force qui produit les résultats des conventions fiscales que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les conventions fiscales se négocient dans certains contextes avec de part et d'autre une asymétrie d'information, une asymétrie de pouvoir, de capacité entre les États partenaires. Donc, l'idée que la Convention doit être neutre vis-à-vis des nationalités, en réalité n'est pas tout à fait respectée. Aujourd'hui, ce sont les États développés qui imposent le dictat dans le cadre des négociations des conventions fiscales. Les pays en développement, comme ceux du Sénégal, ne mettent pas, en tout cas, les cadres suffisamment puissants pour tirer le meilleur de ces négociations. Je donne toujours l'exemple du Bureau de la fiscalité internationale au Sénégal, où il n'y a qu'un seul agent inspecteur des impôts. Si je le compare à celui de l'île Maurice, où j'ai effectué une visite de travail, il y a pas moins de 17 personnes pour cette unité de la fiscalité internationale. Si l'on sait que le Sénégal, en termes de territoire, fait plus de 20 fois. Maurice est à peine plus grand que Dakar, même nombre de population que Dakar. Donc pour dire que ce petit pays a su mettre en avant cette stratégie-là dans le cadre de ces négociations pour les conventions internationales. Et pour preuve, dans la convention fiscale entre le Sénégal et l'île Maurice, qui a été dénoncée il y a 2 ans, tous les revenus étaient imposés à Maurice parce qu'ils avaient une équipe de négociation beaucoup plus aguerrie que la partie sénégalaise. Donc ça a été l'une des pires conventions fiscales, j'allais dire, au monde, parce que quand un formateur nous faisait le cours de fiscalité internationale, il nous disait toujours la pire convention fiscale qui existe au monde, c'est entre le Sénégal et l'île Maurice. Donc heureusement, ça a été dénoncé et abandonné en 2019, je crois. Aujourd'hui, la question de la migration et donc de la question de la fiscalité internationale qu'il pose implique nécessairement une revue de notre dispositif de convention fiscale.
Sur la taxation des transferts également, vous avez évoqué des sujets intéressants, notamment l'apport des organisations non gouvernementales qui ont milité pour une non-fiscalisation de ces transferts-là en raison de beaucoup d'implications. Maintenant, sur la défiscalisation des biens importés, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, il y a en tout cas à travailler, à arrimer les règles internationales et les règles de droit fiscal interne, notamment le droit fiscal douanier. Comment faire pour avoir en sorte que les biens importés qui sont d'utilité publique puissent, dans le cadre de la loi, faire l'objet d'une non-imposition de droit commun. Parce que suivant certaines procédures, ces biens-là peuvent aboutir à une non-imposition. Mais ça implique des négociations, des transactions, du lobbying, toutes choses qui peuvent ne pas déboucher sur des choses positives. Donc il faut aller vers une consécration, en tout cas juridique, de ce droit dérogatoire-là, le poser comme principe. Maintenant, les questions ont été essentiellement posées par le premier intervenant qui a posé la question comment les États luttent contre l'évasion fiscale, l'évasion et la fraude fiscale. Donc, il faut distinguer l'évasion déjà de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est souvent des actions volontaires d'échapper à l'impôt, alors que l'évasion fiscale, c'est une utilisation plus ou moins en tout cas, frauduleuse ou avantageuse des règles fiscales. C'est une problématique mondiale qui pose beaucoup de difficultés aux États développés comme sous-développés, de faire payer les personnes. Mais quand on parle d'évasion et de fraude fiscale, c'est généralement à l'échelle des entités personnes morales, donc des multinationales et autres. Pour les personnes physiques, ça se pose en termes moins accrus. C'est uniquement les personnes très fortunées, politiquement très influentes, donc qui ont un certain niveau de revenus, qui visent à échapper à l'impôt dans leur pays de résidence. Mais ce n'est pas une problématique nécessairement corrélée à la migration, parce que les migrants, si ce ne sont des salariés, ils sont soumis à la retenue à la source. Donc, généralement, peu de possibilités de passer entre les failles et les mailles du filet. Si c'est des travailleurs indépendants également, ils sont vite localisés dans les pays. Donc l'évasion et la fraude internationale peut-être va toucher les multinationales, mais également peut-être les élites et autres. En France, il y a ce qu'ils appellent le phénomène de l'immigration fiscale. Les grandes fortunes, les grandes vedettes préfèrent placer leur résidence fiscale hors de la France, justement pour échapper à un système d'imposition jugé confiscatoire. Zinedine Zidane ne réside pas en France, Depardieu ne réside pas en France. Tout cela et d'autres personnalités, non pas pour des considérations politiques ou culturelles autres, mais c'est généralement le fait fiscal. Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, non pas pour des questions sportives, mais la fiscalité est au cœur de tout cela. Comment faire pour payer le moins d'impôts. Donc c'est ça un peu l'évasion fiscale. Maintenant, les États luttent au moins de deux éléments. D'abord par le biais des conventions fiscales. Aujourd'hui, il y a une convention multilatérale qui quasiment tous les États sont signataires. Et cette convention-là promeut l'échange de renseignements, soit l'échange de renseignements automatique ou l'échange de renseignements à la demande. Donc les pays ont fini en tout cas de penser qu'il faut une coopération internationale accrue, notamment via l'échange de renseignements, pour appréhender toutes les personnes, pour qu'aucune personne ne puisse échapper à l'impôt. Que la personne qui réalise un revenu dans un État B, s'il ne le déclare pas dans l'État A où il réside, que l'État B puisse donner le renseignement à l'État A qui puisse l'imposer. Donc, les conventions fiscales permettent justement aujourd'hui de lutter ça. Il y a une convention multilatérale de l'OCDE, l'instrument multilatéral, qui vise justement à
à faciliter cela. Ensuite, les États mettent en place des dispositifs semi-automatiques d'échange de renseignements. Donc, aujourd'hui, dans quasiment tous les États, ils mettent en place leur structure fiscale, notamment le système d'information, justement, soit aménagé pour accueillir les renseignements détenus dans ces pays. Maintenant, la fraude a toujours un pas d'avance sur sa découverte. On découvre toujours une pratique frauduleuse avant de pouvoir la réglementer. Et donc, c'est ce qui pratique l'évasion fiscale, justement, utilise les artifices, les failles de la loi pour procéder à cet exercice-là. Donc, aujourd'hui, il faut une véritable volonté politique, parce que dans nos États, notamment le Sénégal, ce qui manque un peu, c'est une lisibilité dans le combat contre l'évasion et la fraude internationale. D'abord, elle n'est pas mesurée, on ne sait pas quelle est l'ampleur du phénomène, ni les rapports publiés par des consortiums de journalistes. En fait, le phénomène n'est pas rendu public. Nos administrations fiscales et financières, en fait, ne publient pas des données qui permettent à la société civile d'analyser un peu quelle est l'ampleur du phénomène de l'évasion fiscale. Ça, c'est un grand défi. C'est lié peut-être aux accointances entre milieux d'affaires, milieux administratifs, milieux politiques. Tout ça ne favorise pas certainement pas cette quête-là vers la transparence dans la gestion de la fiscalité. Donc c'est un grand défi. Le troisième intervenant a posé la question de savoir le droit de partage de l'impôt dans les conventions fiscales, la négociation des conventions fiscales et comment les migrants. Donc les conventions fiscales, donc en complétant l'intervention du professeur, donc je disais qu'aujourd'hui ça se pose en termes de rapport de force. Dans les conventions fiscales, généralement c'est le partage d'imposition qui est mis en avant. Donc l'état de résidence impose, l'état de source impose, et de part et d'autre, il est pris en compte des déductions de l'impôt payé dans l'autre État. Mais pour cela, il faut que les États mettent en place des dispositifs pour mieux négocier leurs conventions fiscales. Donc que les États soient outillés, justement, ensuite qu'ils tiennent compte des avantages économiques comparables. Est-ce qu'on a un flux migratoire de part et d'autre des États pour arriver à des règles consensuelles, ou est-ce que la migration est dans un sens unilatéral? Tout cela nécessite des actions pluridisciplinaires, qu'on est à côté des négociateurs fiscaux, des gens beaucoup plus renseignés sur la migration, les organisations de la société civile qui, de plus près du terrain, connaissent un peu la réalité et puissent informer utilement l'administration. Donc c'est dans ces conditions-là que l'administration peut utilement négocier des conventions. Voilà un peu, modérateur, les quelques questions que j'avais retenues, qui montraient un peu l'intérêt que vous portez aux réflexions de ce matin.